Bonjour. Donc en fait, je vais parler des PID. Donc en 20 minutes, c'est une tâche difficile. D'autant plus que le pneumologue doit savoir gérer aussi bien une PID aiguë qu'une PID chronique. Et je ne peux pas ne pas parler de PID aiguë parce que parfois il est, entre guillemets, il est zappé. Alors, en plus, bien sûr, quelques nouveautés concernant le PID chronique et la nouvelle classification. Alors, comme je viens de dire, le PID aigu, c'est moins de 2 semaines. Un tableau de détresse respiratoire en 2 semaines, avec un syndrome interstitiel, c'est une PID aiguë. Et plus de 3 mois, c'est une PID chronique. Donc déjà, il faut séparer entre PID aigu et PID chronique. Pourquoi? Parce que les étiologies sont différentes. Il y a une cinquantaine pour les PID aigus et il y a le triple pour les PID chroniques. Donc, vous voyez la complexité. Et 2 messages que je dois transmettre d'emblée, c'est que la TDM thoracique, elle reste incontournable dans la gestion des PID. Et vous voyez un peu la complexité de l'interstition pulmonaire, vu sa localisation. Donc le radiologue il doit être capable de décrire les lésions, leur localisation, et faire ce qu'on appelle le groupement lésionnel au pattern. Ce pattern, il va évoquer telle ou telle entité ou telle maladie. Deuxième chose importante, c'est la DND. Tous les dossiers de PID doivent être discutés en discussion multidisciplinaire. C'est une décision collégiale menée par des experts et c'est une décision qui est dynamique. On peut présenter le dossier 3 fois, ça ne pose pas de problème. Il faut changer d'avis à chaque fois qu'il y a une possibilité de rediscuter le dossier, donc il est toujours dynamique. Alors pour une PID aiguë, l'objectif principal c'est de traiter le patient et de mener l'enquête étiologique. Pourquoi? Parce que c'est une urgence. Le malade risque de mourir. Mais pour une PID chronique, on prend notre temps pour chercher l'étiologie et aboutir à une étiologie et un traitement. Alors donc je viens de dire qu'une PID aiguë, elle est moins de 2 semaines. La plupart du temps, elle est inaugurale, c'est-à-dire que le malade n'est pas connu et à l'occasion d'une exacerbation, il vient à l'hôpital et là, il faut mener l'enquête étiologique après. Et une exacerbation de PID connue, elle est fréquente aussi, c'est-à-dire que le malade est déjà connu, suivi et il vient pour une exacerbation. Alors voilà les étiologies. Donc devant une PID aiguë, il faut s'acharner à éliminer une cause infectieuse et une cause cardiaque. Je dirais que c'est 60% des étiologies. Infectieuse, cardiaque en premier. Vient les connectivites, je pense qu'on aura la présentation de tout à l'heure sur les vascularites. Et si vous avez assisté ce matin sur le cas clinique, le premier cas clinique c'était une hémorragie alvéolaire PID aiguë sur médicaments, cause médicamenteuse. Donc celui qui a assisté le matin. Et j'insiste sur ces causes médicamenteuses, toxiques, les radiations. Les pneumopathies d'hypersensibilité, actuellement on parle de pneumopathie d'hypersensibilité aiguë et les pneumopathies d'hypersensibilité chronique. Et il y a des causes indéterminées qui sont des patterns, qui sont connus des radiologues, des histopathologistes, le syndrome d'Alman-Rich que vous connaissez, les pneumopathies organisées aiguës idiopathiques, pneumopathie eosinophilique aiguë et l'exacerbation aiguë de PID. Donc voilà, cette liste n'est pas exhaustive, mais comme je vous ai dit, il faut essayer d'éliminer le maximum de ces étiologies-là. Et l'approche, elle est classique. Vous avez une évaluation clinique, c'est très important de faire une bonne évaluation clinique. Si vous ne posez pas l'interrogatoire sur le corps médicamenteux, vous risquez de rater le diagnostic. Il y a de l'hémoptysie par exemple, qui évoquerait une hémorragie alvéolaire, il y a l'hypocrine digitale, il y a des signes cliniques qui évoqueraient une pathologie de système, telle que la dermatomyosite, la polyarthrite rhumatoïde. J'insiste sur le scanner thoracique. Le pattern, c'est très important et il va évoquer le dommage alvéolaire diffus par exemple, il va évoquer l'hémorragie alvéolaire, il va évoquer la pneumopathie d'hypersensibilité. Le bilan biologique en matière de PID aiguë, il vaut mieux être systématique, c'est-à-dire qu'il faut demander le maximum de bilan pour ces étiologies qu'on a évoquées. On ne va pas s'orienter par la clinique comme dans les PID chroniques, mais il vaut mieux demander systématiquement tous ces examens pour essayer d'être le plus complet possible. Et l'endoscopie est très difficile à faire chez ce genre de patients, vous savez pourquoi, parce que les malades sont en détresse, mais lorsqu'on les fait, ils ont une rentabilité très importante, ils sont contributifs dans plus de 60% des cas lorsqu'on fait le LBA et le biopsie, et ils permettent une modification thérapeutique, un traitement antibiotique, une corticothérapie, et même la survie, lorsqu'on a fait une endoscopie avec des prélèvements, la survie s'améliore par rapport à lorsqu'on n'a pas fait ces examens. Donc, l'endoscopie, il ne faut pas hésiter à ne pas la faire, c'est vrai parce que c'est difficile, mais lorsqu'on peut la faire, il faut la faire avec des différents prélèvements.
Donc voilà des patterns, je ne vais pas vous montrer les patterns, les radiologues ils le savent très bien, les hémorragies alvéolaires, les pneumopathies aiguës eosinophiliques, le syndrome d'Halman-Rich, la pneumopathie d'hypotensivité. Il faut dire que les radiologues, ils connaissent très bien les patterns et ils peuvent se prononcer de façon certaine devant une PID aiguë et ça résout le problème et c'est facile. Alors le LBA, voilà pourquoi le LBA il est important, parce qu'il va conforter ce qu'a dit le radiologue. Vous voyez par exemple pour le dommage alvéolaire, on a des neutrophiles augmentés, les membranes hyalines. Pour l'hémorragie alvéolaire, vous connaissez très bien le score de Gold. La pneumonie aiguë eosinophile, l'eosinophilie qui est élevée, la formule panachée dans la pneumonie organisée, la pneumopathie aiguë d'hypotensibilité. Bref, le LBA il apporte des éléments très importants en matière de PID aiguë et donc il ne faut pas hésiter à le faire, il faut le faire malgré que c'est difficile. Alors les patterns de PID aiguë, il y a 5 patterns. Il y a le dommage alvéolaire diffus, il y a l'hémorragie alvéolaire diffuse, il y a la pneumopathie aiguë eosinophile, la pneumonie organisée aiguë et la pneumopathie aiguë d'hypersensibilité. Ce sont des patterns scanographiques ou histopathologiques, mais qui évoquent des étiologies. Je prends l'exemple. Vous voyez, les causes médicamenteuses, ils peuvent donner plusieurs patterns en même temps. Et un pattern radiologique ou histopathologique, il peut être d'origine infectieuse, médicamenteuse, toxique, radiation. Donc, d'où l'intérêt de définir le pattern radiologique et évoquer par la suite les étiologies et de creuser dans les étiologies avec le bilan dont on dispose. Alors voilà l'approche d'une PID aiguë. Une évaluation clinique, biologique, TDM et endoscopie. On commence par le traitement symptomatique. C'est ça ce qui diffère de la PID chronique. Il faut traiter le patient rapidement et il faut mener une enquête étiologique, bien sûr, avec une DMD. La DMD, elle va statuer soit qu'on a un diagnostic ou une nosologie certaine ou probable, et donc on va affiner et traiter l'étiologie en fonction de ce qu'on a. Si ce n'est pas certain, si ce n'est pas probable, à ce moment-là, il faut optimiser les prélèvements, faire les biopsies, faire l'endoscopie, le LBA, si ce n'est pas fait, ou bien les refaire en fonction de l'état du patient, en fonction de ce que vous pouvez faire. Alors j'arrive au PID chronique. La PID chronique, c'est une diapo qui montre l'historique. Vous voyez, dans les 20 dernières années, vous voyez combien il y a de guidelines, de consensus, de workshops. Il y a beaucoup de travaux dans ce sens concernant le PID chronique. Et puis, celui qui a bénéficié le plus de ces travaux, c'est la FPI, comme vous le savez, la fibrose pulmonaire idiopathique, la sarcoïdose, pneumopathie d'hypersensibilité. Alors, malgré ces classifications, les pourcentages restent les mêmes. On a les causes connues, c'est 35%, avec chef de file la pneumopathie d'hypersensibilité, les causes médicamenteuses, les connectivités vascularites, les pneumopathies interstitielles idiopathiques, c'est 25%, le chef de file, c'est la FPI, toujours. La sarcoïdose, c'est 25% des PID, quand même, c'est élevé, et les PID particulières, c'est 15%. Alors, les classifications, ils ont évolué. La classification qu'on utilise actuellement, c'est une classification basée sur les étiologies. Il faut dire qu'il y a 3 types de classifications. Il y a une classification basée sur les étiologies, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a. Il y a la classification basée sur le pattern, c'est une classification morphologique, que ce soit scanographique ou histopathologique. Et il y a une classification qui est abandonnée et qui revient maintenant, c'est la classification comportementale. On classifie le PID selon le comportement de la maladie et selon le devenir de la maladie. L'avenir, c'est de rassembler ces 3 classifications pour mieux cerner le pronostic de la PID. Alors voilà la classification qui est adoptée actuellement. Comme je viens de dire, la pneumopathie interstitielle idiopathique qui est la plus fréquente, avec chef de file la fibrose pulmonaire idiopathique. Les autres entités n'ont pas changé. Le PINS, bronchiolite respiratoire, dysphonative, la cryptogénétique. La pneumopathie interstitielle lymphoïde, il y a la fibroélastose pleuroparenchymatose idiopathique qui est rare, mais ça plus. Et puis il y a une entité qui est actuellement bien définie, c'est les inclassables. Les PID idiopathiques inclassables, et je vais dire un mot après. Les auto-immunes, ça n'a pas changé, toutes les maladies, mais l'entité qui vient de s'ajouter maintenant, c'est les IPAF, c'est-à-dire les pneumopathies interstitielles avec stigmate d'auto-immunité sans qu'il y ait des critères pour retenir une connexivité. C'est ce qu'on appelle les IPAF. Et puis les ANCA vascularites, c'est-à-dire des PID avec vascularité ANCA, mais sans qu'on puisse retenir une vascularite. Il y a les pneumopathies d'hypersensibilité, qui sont classées à part, les granulomatoses, la sarcoïdose, l'infangioleucomatose, et puis les autres, enfin l'infangioleucomatose avec les autres, les médicamenteuses, les expositions et les isocliniques. Donc c'est une classification qui est adoptée actuellement et nous allons voir après pourquoi ça a été
adopté de cette façon parce que tout à l'heure on a parlé des antifibrotiques dans certaines pathologies et là c'est ça l'objectif principal, de placer les antifibrotiques dans telle ou telle pathologie. L'approche clinique, je ne vais pas vous apprendre grand chose, il faut être minutieux. Il y a des choses à demander aux patients, il y a des choses d'examen clinique parce que le fait de trouver un érythème, ça oriente vers la BBS. Le fait de trouver une synoviale arthrite, ça oriente vers une paire. Donc il faut chercher toutes les anomalies cliniques. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous orienter vers telle ou telle étiologie, mais aussi ils vont vous orienter vers le bilan biologique que vous allez faire. On ne peut pas demander tout aux patients, mais si on peut demander des choses ciblées, c'est bien, sur le plan biologique. Voilà un exemple d'approche biologique. Il y a un bilan minimum à demander, mais le plus logique, c'est de demander le bilan biologique en fonction de l'orientation clinique. C'est-à-dire, si vous suspectez un pneumopathie d'hypersensibilité, il vaut mieux demander les IgG, par exemple, sériques, la sclérodermie, la vascularite, bref. Un bon examen clinique permet une orientation vers l'étiologie, et de là, vous allez demander le bilan biologique qu'il faut. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, bon, je pense qu'il faut rester exhaustif et demander le maximum. Mais pour les PID aigus, il vaut mieux demander d'emblée le maximum de bilan biologique pour les maladies qui sont en cause. Le pattern radiologique, j'insiste parce que le radiologue il peut se prononcer. Voilà un exemple de PID chronique protéinose alvéolaire, c'est typique. Il suffit de voir ça. Les pneumopathies d'hypersensibilité aussi, il y a des aspects typiques, il y a les hyperdensités, les hyperclartés, le piégeage, ce qu'on appelle le piégeage. Il y a l'histiocytose X avec des kystes et des nodules au niveau des sommets, au niveau des bases moyennes. Et puis, par exemple, l'image de côté, c'est la sarcoïdose. Ce sont les nodules périlymphatiques qui sont spécifiques de la BBS. Donc, vous voyez qu'il y a des finesses scanographiques où le radiologue peut se prononcer et évoquer le diagnostic. La fonction respiratoire, bon, on n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'étiologie, la recherche étiologique, mais elle a un grand apport dans la gestion. C'est-à-dire qu'elle évalue la maladie au départ, le suivi, le traitement, elle permet de définir la progression de la maladie, le type de progression de la maladie. Elle permet de reconsidérer le diagnostic parfois, c'est-à-dire lorsqu'on va opter pour un diagnostic, le fait d'évaluer le patient après et de voir l'évolution fonctionnelle, ça permet de reconsidérer le diagnostic. C'est important. Et parfois, on a un trouble restrictif, un trouble obstructif associé, et vous savez que ça évoque une pneumopathie d'hypersensibilité ou une BBS par l'obstruction des petites voies aériennes. Donc l'apport de l'exploration fonctionnelle, c'est important dans la démarche étiologique. Le LBA, dans la PID chronique, il est systématique, je dirais. On ne peut pas imaginer un dossier de PID sans LBA. C'est clair. Pourquoi? Parce que ça permet de confirmer certaines maladies, et ça permet d'orienter. Je vais juste donner l'exemple de lymphangite carcinomateuse. Pour cellules malignes, c'est très évocateur. La protéinose alvéolaire, le liquide laiteux, l'histiocytose X. Bref, il y a des éléments qui vont apporter une certitude, et il y a des éléments qui vont vous orienter davantage et qui vont aider dans la discussion multidisciplinaire. Les biopsies. On fait les biopsies bronchiques, on ne fait que les biopsies bronchiques, et vous voyez que l'apport, il est essentiellement dans la BBS. Alors, si on fait les biopsies transbronchiques, la colonne de droite, vous voyez que la biopsie transbronchique elle est beaucoup plus contributive en matière de PID. Et vous voyez la multitude d'étiologies que la biopsie transbronchique peut donner comme résultat. Je vais citer la sarcoïdose, l'infogioléomyomatose, le carcinome, bref. La biopsie transbronchique elle est meilleure que les biopsies bronchiques étagées. La biopsie chirurgicale ou cryobiopsie, bon, c'est la biopsie vidéo-assistée qui est adoptée actuellement à cause de sa faisabilité qui est facile, bien sûr en respectant les contre-indications qui sont sur la plaque. La biopsie chirurgicale, elle doit toujours être discutée en DMD. On n'indique pas une biopsie pulmonaire sans DMD. Premièrement, il faut toujours discuter le bénéfice attendu. Un bénéfice, plus de risques que de bénéfices, il ne faut pas y aller. Alors, contrairement, lorsqu'on a comparé la biopsie chirurgicale et la cryobiopsie, donc il y a des travaux, et vous voyez que le gold standard reste la biopsie pulmonaire chirurgicale, mais la cryobiopsie, elle contribue à 80%. Donc maintenant, il y a des centres qui vont vers la cryobiopsie parce que quand même, il a une performance, une rentabilité de 80%, c'est pas négligeable. En passant en revue rapidement quelques pathologies, comme vous connaissez la FPI, la chose est réglée actuellement. Il y a le pattern de PIC certain, PIC probable, PIC indéterminé, les diagnostics alternatifs.
C'est un tableau qui est simple, avec les lésions principales dans la PIC certaine, PIC probable, PIC indéterminée. Il y a des diagnostics alternatifs pour éliminer, écarter certains diagnostics. Voilà des exemples, PIC certaine, donc c'est une atteinte basale sous-pleurale plutôt avec bronchectasie de traction, réticulation, rayon de miel, qu'on trouve dans les PIC probables et les PIC indéterminés. Les choses aussi sont claires concernant quand est-ce qu'on fait ou pas le LBA et l'ocycle pulmonaire, toujours en DND. Donc si on a une suspicion d'AFP, une étiologie évidente, on va vers le côté droit, c'est-à-dire on affine vers d'autres diagnostics. Mais si on n'a pas d'étiologie évidente et on a une PIC certaine, on retient l'AFP en DND. Donc il n'y a pas de doute. Mais entre les deux, PIC improbable ou indéterminé dans l'alternative, il faut toujours passer en DND. Est-ce qu'on fait le LBA, l'ocycle pulmonaire? Et c'est là où on va trancher sur la FPI. Donc je pense que la FPI, les choses sont claires maintenant. Et vous voyez ici le pattern. Lorsqu'on a un pattern radiologique typique, ça permet de retenir, dans la plupart des cas, l'inverse aussi, lorsqu'on a un pattern histopathologique typique, ça permet de retenir le diagnostic. Bon, ça c'est le LBA et la biopsie pulmonaire. Alors la PHS. La PHS, actuellement, on parle de PHS fibrosante ou non fibrosante. C'est la tendance actuelle. Pourquoi? Parce que c'est le traitement. Alors, la classification, elle est fibrosante ou non. Et puis, les critères d'exposition, les critères de diagnostic, ils sont restés les mêmes. Il y a l'exposition, la lymphocytose LBA et l'aspect typique du scanner. Là, c'est les guidelines actuellement, ils insistent sur l'aspect typique du scanner. Et l'aspect typique du scanner, nous allons voir, c'est assez caricatural. Alors, si les trois critères sont réunis, on retient le diagnostic, mais si ce n'est pas réuni, à ce moment-là, on fera la biopsie pulmonaire en DND. Alors, la PHS, c'est des zones d'hyperdensité, des hyperclartés, qui sont atténuées en inspiration et qui sont exagérées en expiration. Ça, c'est le radiologue qui connaît très bien les manœuvres. Et le radiologue, il peut trancher sur ce diagnostic de PHS avec un aspect de fibrose ou non fibrose. Là, c'est l'algorithme de la PHS. Lorsqu'on a une exposition évidente, lorsqu'on a un pattern typique de scanner et lorsqu'on a une PID, alors là, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On retient le diagnostic. Mais aussi le reste, lorsqu'on a un doute, à ce moment-là, il faut passer à la biopsie pulmonaire chirurgicale aussi pour confirmer le diagnostic. Parce que ici, c'est le traitement antifibrotique qui va rentrer en jeu par la suite. Donc il faut être sûr que c'est une PHS fibrosante, bien sûr. Bon, ça c'est les probabilités entre l'exposition. Donc pour vous dire que le pattern radiologique, l'exposition, c'est très important pour retenir le diagnostic de PHS. Et il faut avoir un radiologue qui s'y connaît dans la pathologie interstitielle diffuse. La sarcoïdose, quand même, il n'y a pas beaucoup de changements, mais la BBS reste la même, les critères cliniques, épidémiologiques, cardiologiques, compatibles. Le granulome, il est obligatoire, sans nécroscaséleuse, mais surtout, les dernières guidelines insistent sur l'exclusion des autres diagnostics, parce que nous allons voir que la granulomatose, ça évoque une vingtaine, une trentaine d'étiologies, et c'est là où la difficulté de dire est-ce que c'est vraiment une sarcoïdose ou c'est pas, par exemple, une mycose haute. Donc, vous voyez, les guidelines actuels, ils parlent de haute probabilité, par exemple, syndrome de Lundgren, l'uvéite, adénopathie hilaire bilatérale, l'ostéolyse, la fixation de la parotide, l'hypercalcémie, ce sont des signes de haute probabilité. Et il y a des autres signes sont de probabilité intermédiaire qui peuvent aider à asseoir un diagnostic en DND. Et voilà par exemple l'aspect de la BBS, il y a des nodules, des condensations, adénopathie hilaire, bref aussi la BBS. Et là des lésions typiques qu'on ne retrouve pas dans les autres, et il y a des lésions qui sont intermédiaires. Voilà la liste des granulomatoses qu'il faut chercher, c'est lourd. Et donc, j'insiste sur un examen qu'il ne faut pas oublier, c'est la culture du fragment. Lorsque vous faites un prélèvement biopsique, envoyez un fragment à la culture, parce que ça va vous résoudre le problème de façon définitive, pour dire que c'est une mycose ou une bactérie ou une mycobactérie ou autre chose. Donc, les derniers guidelines insistent sur cette élimination des diagnostics différentiels d'une granulomatose qu'il faut chercher de façon pertinente. Les IPAF, pneumopathie interstitielle avec auto-immunité, c'est quoi?
c'est un malade qui a une PID, on a fait tout, on n'a rien trouvé, et il n'y a pas de signe biologique qui oriente vers telle ou telle maladie de système. Alors maintenant, comment on définit? C'est ces trois critères, plus au moins un signe de deux, je dirais, domaines cliniques, domaine sérologique ou domaine morphologique. Donc il faut que le malade, par exemple, ait une fissure distale des doigts, arthrite inflammatoire ou verrouillage articulaire, un phénomène de Raynaud. Sur le plan biologique, un anticorps antinucléaire positif, facteur rhumatoïde supérieur à 2, l'aspect TDM. Donc il faut un signe, deux domaines minimum, avec les trois critères que j'ai dit tout à l'heure pour parler d'une IPAF, c'est-à-dire qu'elle n'est pas classée dans les connectivités. C'est une entité qui est en train d'être étudiée. On n'a pas beaucoup de choses claires concernant l'IPAF, contrairement aux pneumopathies interstitielles inclassables. Les pneumopathies interstitielles inclassables, c'est quoi? Ce sont des pneumopathies chez qui on a fait la biopsie pulmonaire et on n'a pas tranché. Il y a des frontières entre des patterns histopathologiques. Il y a une discordance entre le pattern scanographique histologique ou bien la biopsie pulmonaire n'est pas contributive. Donc, dans ces situations-là, on parle de PID inclassable. Quand même, ça représente 10% des pneumopathies, c'est pas rien. Et le pronostic, il est intermédiaire entre la FPI et les connectivites. Et ils ont une évolution hétérogène. C'est-à-dire, ils peuvent être stables, ils peuvent s'aggraver. Et c'est une entité qui a bénéficié de recherches en matière de traitement antifibrotique, contrairement aux IPAF. Alors, c'est quoi le diagnostic de travail? C'est une notion importante. Donc, le diagnostic de travail, c'est un diagnostic provisoire. Lorsqu'on fait une DMD, on ne peut ne pas retenir un diagnostic parce qu'il y a une incertitude diagnostique. Parce qu'il y a un manque de reproductibilité entre les cliniciens et les radiologues. Et à ce moment-là, la DMD va se mettre d'accord sur un diagnostic avec des critères de confiance qui dépassent 70%. On parle de diagnostic provisoire ou diagnostic de travail qui va être amené à changer, être affiné par la suite dans les prochaines DMD. J'arrive au phénotype fibrosant. Ça, c'est ce que vous dites tout à l'heure, phénotype fibrosant. C'est quoi un phénotype fibrosant? C'est un patient qui a reçu un traitement et malgré tout ça, il aggrave sa fonction respiratoire, il aggrave son scanner et il aggrave aussi sa qualité de vie. C'est quelqu'un qui a reçu un traitement conventionnel, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est fibrosant alors qu'il n'a pas reçu. Traitement conventionnel et l'aggravation. L'approche globale des PID, il y a la probabilité diagnostique. La probabilité diagnostique, c'est en fonction du nombre de critères que vous avez réunis. S'il y a plus de 90% de critères, on parle de diagnostic certain. Si vous avez entre 50 et 70, c'est un diagnostic qui est probable, au niveau de confiance, au niveau de conscience, et il y a des PID inclassables. Alors l'approche des PID globale, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les PID aigus, l'approche clinique, scanographique, biologique, diagnostic certain, provisoire, inclassable, on rediscute LBA biopsie pulmonaire, soit qu'on traite, soit qu'on adopte l'abstention, mais toujours le monitoring des patients. Et après le monitoring, soit qu'on va dire que c'est un phénotype fibrosant, soit qu'il n'y a pas de progression et on va surveiller davantage. Alors pour ce phénotype fibrosant, le phénotype fibrosant c'est quoi? C'est un malade qui a reçu un traitement conventionnel et qu'on va monitorer. Et s'il y a une aggravation, à ce moment-là, on va considérer les antifibrotiques. Donc c'est ça l'intérêt de ce phénotype fibrosant, c'est pour faire bénéficier le malade par la suite d'un traitement antifibrotique. Et voilà les maladies qui peuvent bénéficier. Alors, la FPI, c'est démontré soit la perfluidone, soit l'antidaline. Donc, vous connaissez. Mais par contre, les autres entités, vous voyez que toutes les autres entités, les inclassables, les idiopathiques, la pneumopathie d'hypersensibilité chronique, la sarcoïdose, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie, alors ce sont des pathologies qui ont fait l'objet d'études sur les antifibrotiques, et là on peut proposer des antifibrotiques, bien sûr. Oui, c'est l'avant-dernière. Il y a la corticothérapie, les immunosuppresseurs et après les antifibrotiques. Donc ça c'est les dernières guidelines. Alors les messages, c'est la dernière diapo. La PID, l'approche et les cliniques biologiques scanographiques, l'EFR et le LBA. L'apport de la classification phénotype fibrosant actuellement, c'est la plus admise pour faire bénéficier les malades de
fibrotite. La DMD reste le gold standard. On ne conçoit pas une discussion d'un dossier sans DMD. Et, comme je vous ai dit au départ, faire une classification étiologie, morphologie, comportementale pour mieux cerner le pronostic. Voilà, donc j'espère que j'ai été bien.